2. Éthique, généralité, réflexion, mise en pratique. 2. Culture et civilisation. Grand 4. Suite 2. La notion de culture générale et la culture classique. Grand 4. Cette culture est très importante. Dans plusieurs sociétés, elle s'est institutionnalisée. Dans nos sociétés, à l'aparté de cette culture, il y a une technique qui est l'écriture. Cette technique a son institution dans qui est l'école. Ce lien étroit de l'écriture et de la culture fonde une réalité encore existante dans nos sociétés, qui est la culture générale. Dès qu'une langue possède un système d'écriture, tout ce qui peut se dire peut s'écrire, et tout ce qui peut s'écrire peut se dire, et se lire aussi. On peut définir assez précisément la culture générale. C'est qu'elle dit qu'on appartient en fonction de ses capacités à la lecture. Une culture spécialisée dans nos sociétés suppose toujours une culture générale. Mais elle demande plus, car en plus des lectures, une culture spécialisée demande des pratiques. Exemple, si je lis une vie de Mozart, si je lis une histoire de la musique, si même je déchiffre une partition, j'ai une culture générale musicale. La culture générale englobe le domaine de la musique. Par la lecture, j'arrive à avoir une connaissance musicale. Mais nous voyons bien que pour chanter ou pour jouer la flûte enchantée, il faut autre chose que ça. Il faut faire des vocalises, il faut apprendre à manier l'instrument. Il y a de techniques à acquérir. Et là, on peut devenir un spécialiste. Si s'intéressant à l'histoire des sciences, n'étant pas médecin, je lis des livres sur l'histoire de la médecine, j'augmente ma culture générale, mais je ne serai jamais médecin. L'écriture ouvre un monde et on peut étendre sa culture générale jusqu'à la fin de ses jours. Cette notion est fondée. Elle repose sur la maîtrise de l'écriture et par conséquent de la lecture, parce que l'écriture est une technique universelle. De l'idée de culture générale, on passe assez facilement à l'idée de culture classique. L'écriture est une technique de conservation de la formation qui permet de capitaliser, de créer un stock de savoir, d'accumuler de l'information. Ce stock d'informations créé par l'écriture est un capital symbolique. Comme tout domaine de capitalisation, cela crée des inégalités. Tout le monde n'a pas le même accès à ce capital d'information. L'institution qu'est l'école doit faire deux choses. Elle doit transmettre ce stock et donner les moyens d'accéder à cette information capitalisée. La conséquence, c'est que là où il y a des écoles, va se dégager l'idée de programme, l'idée de cursus, de ratio. Et on ne peut pas tout enseigner pour des raisons de temps, de coût. On va donc sélectionner les œuvres qui doivent être transmises, coûte que coûte. Cette sélection des œuvres qui doivent être transmises en priorité, c'est ce qu'on appelle les classiques. Le classicisme est une notion qui est apparue dans la culture gréco-latine. D'une part, à Alexandrie et ensuite à Rome. L'idée de culture classique est une idée de culture scolaire. Partout où il y a eu des systèmes scolaires poussés, on a vu apparaître des classiques. L'exemple le plus extraordinaire est la Chine. Elle avait fixé ses classiques dès les alentours de l'ère chrétienne.
Les classiques sont donc les œuvres jugées maîtresses d'une tradition que l'école doit transmettre en priorité et qui doivent servir de modèle. Ce système de culture scolaire va très bien avec le fait que l'école se développe toujours avec l'État. Parce que dès que l'État est consistant, il tend à devenir une bureaucratie. Il a donc besoin de sélectionner des gens pour faire une bureaucratie. Or, la première qualité que l'on vous demande pour entrer dans une bureaucratie, c'est d'être prévisible. Les gens imprévisibles doivent s'abstenir. Pour avoir des gens prévisibles, il faut leur donner du savoir formaté. Et une des premières formes de savoir formaté, c'est les classiques. Grand 5. La culture humaniste. Le mot humaniste est un terme complètement piégé, tellement il a de sens. Au départ, c'est un mot MOT né de l'argot des étudiants de l'Université de Paris au XIVe siècle et au XVe siècle, qui désigne les étudiants de la faculté des lettres, par opposition aux théologiens, et par opposition aux juristes, et par opposition aux médecins. Par contre, à la Renaissance, l'humanisme va désigner des gens qui se passionnent pour l'étude des lettres antiques, de la culture antique qu'ils essaient de ressusciter. Or, la culture antique, comme toutes les grandes cultures classiques, contient un idéal d'homme. D'homme bien élevé, d'homme du monde, d'homme agréable pour les autres, d'homme accompli. Et donc l'humaniste va donc désigner non seulement la passion des lettres antiques, mais aussi pour l'image de l'homme qui est véhiculée par cette culture. Toutes les grandes cultures ont produit un idéal de l'homme. Les Grecs, les Romains, les Chinois, avec la figure du mandarin, l'honnête homme du classicisme français, l'abdide dans la culture arabe classique. La Renaissance correspond à l'époque de l'invention de l'imprimerie. Dans leur enthousiasme pour la culture antique, les humanistes qui lisent ces textes et, pour que davantage d'hommes puissent y accéder, vont créer une république des lettres qui va s'appuyer grandement sur l'imprimerie, avec Gutenberg notamment. Cela oblige donc à éditer et à imprimer les manuscrits. Or, les manuscrits sont rares, très coûteux, et c'est très long de recopier les textes. Par conséquent, l'imprimerie vient comme un moyen providentiel dans cette demande d'accès aux textes de la culture antique. Or, pour éditer un manuscrit, il faut le corriger, le comparer. Cette technique va devenir une technique et cette technique va créer la critique historique et la physiologie. Ce sont les premières sciences humaines. C'est l'art de discuter le texte d'un manuscrit pour restaurer ce texte, le corriger, l'éditer, trouver l'auteur, etc. Ici, l'humanisme devient une technique et une spécialisation. Et c'est là, finalement, le paradoxe du sens du mot humaniste, qui pourrait dire aujourd'hui l'humaniste est quelqu'un de spécialisé dans la connaissance des textes classiques qui sont la base de la culture générale. Il devient un spécialiste de la culture générale. Un dernier sens du mot humaniste, 19e siècle et 20e siècle, l'humaniste va désigner un idéal d'homme sorti de la religion. La première notion de culture était un fait fondamental, et l'homme doit former, dans nos sociétés, cette formation est massivement confiée à l'école, et cette institution a développé des formes de culture spécifiques, parmi lesquelles il y a la culture générale, la culture classique et la culture humaniste. Grand 6. Les critiques.
Toutes ces formes de culture ont subi depuis plusieurs siècles, mais surtout au XXe siècle, des critiques radicales. Car toutes ces formes de culture relèvent de la culture libérale. La culture libérale, c'est la culture de l'homme libre, de l'homme qui n'est pas un esclave. Ceci correspond à un fait. Les hommes n'ont pas tout à fait la même possibilité d'accéder à la culture, parce qu'il y a des contraintes, contraintes économiques, contraintes de statut, entre autres. Le mot MOT, école, vient du latin scola, du grec scolé, et qui veut dire loisir. La culture scolaire est l'objet de critiques à répétition. La première, c'est celle des jansénistes, contre les jésuites. Ils reprochaient aux jésuites de donner une culture trop aristocratique à leurs élèves, et en particulier d'utiliser beaucoup le théâtre comme méthode pédagogique, et de mettre en pratique aussi la casuistique, entre autres. Une deuxième, la critique rousseauiste. L'école est un lieu qui sert à contrefaire à la nature, qui sert à déformer l'enfant. La base de l'éducation devait être le naturel, la spontanéité. L'école tue le naturel de l'enfant. Il faut faire davantage confiance à l'enfant et au moins de confiance au formalisme. La critique de l'école chez Rousseau est à la base de tous les courants antiscolaires, y compris mai 68. Tous les courants qui s'en disent, il faut revenir à la vie plutôt qu'à l'école, ont une petite pointe rousseauiste. La critique marxiste reprend justement ce point-là. Le marxiste n'aime pas le libéralisme. Il n'aime pas la culture libérale. Il dit que c'est la culture d'une classe qui exploite les autres. Ce qui permet d'aller à certains à l'école, c'est qu'ils payent alors que les autres classes modestes vont moins à l'école ou n'y ont pas accès du tout parce qu'ils sont contraints de travailler. Cette critique marxiste à l'école a été très forte au XXe siècle. Les démocraties essaient de créer l'égalité pour l'école, mais il faut bien reconnaître qu'elles ont un mal énorme et qu'elles sont bien loin d'y arriver. Alors du coup, on a condamné et beaucoup critiqué les cultures scolaires et les cultures classiques comme étant liées au phénomène de classe sociale, comme servant à la domination. Elle a, surtout dans les formes de culture classique, un côté élitiste, car la culture libérale plongeait justement dans la culture des hommes libres de l'Antiquité et a été le privilège des classes aisées. On peut ajouter que les cultures scolaires classiques sont encore machistes, parce qu'elles ont beaucoup plus été faites par des hommes, pour des hommes. Toutes ces critiques ont été extrêmement virulentes et ont une part de vérité. On peut ajouter que la culture libérale classique est égocentrique et que l'humanisme qu'elle prétend promouvoir se présente comme une vision universelle de l'homme, alors que c'est l'idéal de l'homme occidental de l'aube, à un certain moment. Cet ethnocentrisme a été vigoureusement contesté par les mouvements de décolonisation, disant « Votre humanisme occidental, c'est une couverture de l'impérialisme occidental. » L'humanisme, ça n'existe pas. C'est une invention de l'Occident. Il n'y a pas d'homme universel. Si vous avez inventé l'homme universel, c'est en fait pour dominer les autres. L'école a été prise dans la tourmente de la décolonisation. D'ailleurs, mai 68, c'était la décolonisation de l'école, après la décolonisation au sens propre. La culture scolaire est l'objet de critiques, car elle a des limites qui tiennent à la forme et au contenu même. L'école, c'est l'institution de l'État. Or, on peut faire une double critique. La première est que la culture classique et traditionnelle privilégie l'écriture sur l'oralité. Un proverbe latin dit « Les paroles volent, mais les écrits restent ».
C'est une profonde sagesse, mais c'est une sagesse de notaire. Quand vous écoutez un vieillard de 70 ans en psychanalyse, il vous raconte ses premiers fantasmes, ses premiers rêves et les comptines que lui a racontées sa nourrice. C'est-à-dire qu'il y a une oralité première, et cette oralité est fondamentale. Elle est surtout vraie jusqu'au niveau de la culture. La culture ne naît pas à l'école, elle naît dans la parole et dans l'oralité. Nos cultures européennes, complètement centrées autour de l'écriture, nous ont amenés à traiter les peuples qui n'avaient pas d'écriture comme des peuples sans culture. Or, cette erreur est un crime. Les cultures humaines naissent dans l'oralité. Et s'il est vrai que les paroles volent et que les écrits restent, c'est vrai au niveau du conscient, mais au niveau de l'inconscient, ce qui reste, ce sont les paroles qu'on a entendues. Il y a beaucoup à faire pour introduire l'oralité, y compris dans la médecine. Les médecins n'écoutent pas, ils ont la science ailleurs, ils n'ont pas le temps, ce n'est pas prévu.